Au jardin, on n'a jamais fini de bien faire, mais fin mars, vraiment, il y a tout à faire. Que ce soit les asperges à buter, les arbustes à planter, toutes les autres plantes d'ailleurs, ne serait-ce que le thym un petit peu pour mes abeilles, et puis, tout de suite, greffer. Venez donc. Écoutez-moi bien, la sève est en train de monter dans le porte-greffe. Mes greffons coupés à l'automne sont toujours au calme. Toutes les conditions sont réunies pour que mon surgreffage se passe dans de bonnes conditions. Mais pendant que je vais continuer d'habiller mon arbre que j'ai coupé, eh bien vous allez voir un autre jardinier que j'ai été découvrir en Corrèze. Et alors lui, il procède complètement différemment. Moi, il m'a complètement soufflé, vous allez le voir. Et vous y allez apprendre des choses en Corrèze. Bon, on coupe les grosses racines, voyez-vous, et on ne laisse que la petite racine, comme celle-là, pour les pointer. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, la peau est arrondie. Maintenant, nous allons faire la fonte. Voilà, nous allons préparer les greffes. Voilà, nous préparons le greffe. Nous enlevons la peau de chaque côté et celle qui se trouve à proximité de l'œil au milieu. Et là, nous plaçons notre greffe. Alors nous allons faire une deuxième greffe que nous allons également mettre à côté dans la même fonte. Il n'y en aura jamais deux. Et faire attention de bien ajuster la peau du greffe. Maintenant, on regarde. Stop poil. Vous passez votre mastic soigneusement sur les plaies. Il ne faut pas qu'il y ait d'air et que l'eau pénètre dedans. Et alors, voilà un arbre greffé. Voilà comment, quand les plantes, on fait un trou. Et après, on verse un peu la terre dans le fond, comme ça. Et après, on plante son arbre. Voilà, on le place bien. Et on met de la terre. Et surtout, bien le tasser. Alors voilà la plantation. Alors vous voyez tous ces arbres que j'ai greffés là. Il y a du cerisier, il y a du poirier, il y a de la prune, il y a de tous les arbres, presque de tous les fruits qu'on peut avoir. Et je les ai greffés en lune nouvelle de février, le deuxième jour. Alors j'espère qu'ils vont donner dans 2 ou 3 ans. Donc voici maintenant la suite de ma greffe à moi, qui est une greffe un petit peu différente, mais pas tellement. La greffe est basée sur la communion des écorces, que l'on lève ici pour imposer le greffon que voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à assujettir avec le raffia, qui doit être bien étanche, de façon à ce que l'air ne passe pas. Et puis ensuite, avec un peu de chance, le mastic finissant d'imperméabiliser, eh bien, on espère que ça reprendra.
Savez-vous qu'en mars, entre deux giboulées, on a tout juste le temps d'un peu travailler. Aussi ces choux-là qu'on passait l'hiver, je vais me dépêcher de les préparer. Bien qu'avril se montre, il y aura encore de la pluie, ce qui sera excellent pour leur reprise. Pas besoin de mettre, hein. Le plantoir suffira. On n'est pas à 5 cm près. Un bon trou. Et on borne. Entre les deux choux, rien n'empêchera de mettre une salade. Et même s'il pleut, ce qui ne saurait tarder, il faudra tout de même donner un coup d'eau au goulot de l'arrosoir pour bloquer la terre contre les racines, ce que ne saurait pas faire la pluie. Ces petits oignons de Mulhouse auraient déjà dû être plantés dès le début du mois. J'ai pas eu le temps. Vous peut-être non plus. Pressez-vous comme moi. D'autant qu'entre la pluie et le beau temps, il faut trouver des week-ends pour arriver à travailler au jardin. C'est pas toujours si facile qu'on le croirait. Puis si ça donne pas ce qu'on attend, ça donnera toujours bien de la feuille pour manger dans les salades. Eh bien, je vais vous dire, je suis toujours aussi étonné quand on me dit « le thym, chez moi, ça pousse pas ». Ici, c'est un terrain calcaire, c'est vrai, mais alors le thym, il se ressème de lui-même. Sous les pieds de thym, voilà les tout petits pieds que je vais repiquer. Et où je vais les repiquer? Mais aux abeilles, bien sûr, pour donner du goût à mon miel. Avec les poireaux, c'est merveilleux. Voilà. C'est pas gros, c'est des semis. Et j'aime mieux vous dire que les abeilles les apprécieront. Évidemment, il faut qu'ils grossissent. Mais ils ont le temps, nous avons le temps. En jardinage, rien n'est jamais pressé. Alors les abeilles sont ici. Surtout pas de gestes inconsidérés. Mais comme on va leur donner à manger du thym qui fleurira pour elles, il est absolument indispensable de le faire maintenant. L'asperge, c'est toujours un éternel recommencement. L'hiver, on les débute de façon à faire apparaître les pieds. Et puis à cette époque-ci, on les rebute pour que la jeune asperge qui va pousser soit dans la terre et devienne toute blanche. C'est au moment où elle commencera à percer la butte qu'on la récoltera à la gouge. Et puis comme j'ai mis du fumier, vous voyez, les vers sont là, ça prouve que ma terre est bonne, qu'elle vit. Et maintenant, rendez-vous au mois de mai. Eh ben, il a plu. Et cette bande de terrain est tellement argileuse, tellement mauvaise, que j'ai décidé cette année, et je vous l'ai déjà dit, je crois, d'y planter des arbustes. Ainsi, je n'aurai plus besoin l'hiver de retourner cette terre trop lourde. Qu'est-ce que je vais mettre? Des cotonéastères pour renforcer ma haie, pour me trouver bien chez nous, alors que nous sommes au château de Romainville. Ensuite, des lilas. Pourquoi? Parce que la ville des lilas, elle est tout à côté. Et ça me fera des fleurs au printemps. Pour l'automne, des hibiscus, vous savez, ces merveilleuses fleurs avec un long style au milieu. Et puis pour finir, des spirées encore pour faire des buissons. Voilà, alors c'est à la bêche que ça se passe. Mais vous pourriez être obligé, vous, si vous avez une terre nouvelle, dont vous avez cette année la disposition, vous pouvez aussi le faire à la pioche. Ah, je vous avais bien dit que ce serait gras, hein. Pas besoin de faire de quoi enterrer un bœuf, hein. De quoi enterrer la motte. Ces arbustes-là ont été cultivés en conteneur. Voilà le conteneur. Je l'ai simplement coupé au sécateur. Je vais le laisser, on ne sait jamais. Si dans 2-3 ans, j'avais envie de transplanter mes plantes, je serais peut-être bien content de retrouver une amorce de conteneur. C'est pourquoi je les ai laissés. Néanmoins, je les ai coupés
de façon à ce que les racines puissent coloniser le terrain autour, bien entendu. Voilà, alors on vérifie que la plante soit à peu près à la hauteur où elle était auparavant en pépinière. On rebouche. On va donner un bon petit coup de pied autour. Ce qui fait que j'en emmènerai un petit peu plus après mes sabots. Voilà. Les plus malins se seront dit qu'il aurait fait mieux de faire ça à l'automne. C'était pareil à l'automne. Mais vous allez voir, ça va pousser sûr et vite fait. Et ça sera, en somme, le salaire du travailleur. Et maintenant, repos du jardinier, je vous emmène chez Louis en Corrèze, pas loin du Zerche. Je crois que c'est peut-être parmi les tout derniers agriculteurs, tout petits, qui aiment encore la terre et les animaux, qu'il a fait vivre plutôt qu'il ne l'exploite. Et ce jour-là, il neigeait. Adieu Louis. Eh bien dis-moi, c'est pas aujourd'hui que tu vas sortir tes vaches. Pas d'aujourd'hui. Dis donc, elles ont l'air de bien se porter, tes bêtes. Tu vas y passer quasi ta journée, non? Oh, j'y passe beaucoup de temps, presque la moitié. Bah, ça me fait perdre la moitié ouais. du temps de la journée. Oh, c'est du bon temps pendant la mauvaise période, non? Eh bien oui, mais il y a du travail à faire. Il y a les prés, les rigoles, les haies à tailler, tout ça. Tu ne les fais plus monter par le taureau. Dans le temps, il y en avait un qui le faisait, alors il se faisait en payer, puis comme ça. Chez nous, c'était le meunier qui avait le taureau, Et souvent. oui, même ici, il y en avait qui en avaient, comme ça, alors il achetait le taureau en payé, puis tandis que maintenant, ceux qui n'ont pas de taureau, alors l'insémination, quoi, on les fait inséminer. Combien que t'en as au total? Ah ben il y en a 7, et une génisse de 10 mois. T'es encore un petit paysan, quoi. Ah oui, j'en ai bien assez pour travailler tout seul. Dis-moi, Louis, je voudrais bien que tu me dises comment que tu fais pour leur donner de l'eau à tes vaches. Ah, que le puits, je tire de l'eau dans le puits là, et je la vide dans un bac qui a côté qui est un tuyau qui traverse le mur et qui va couler dans les tables un mur en pierre, un bac en pierre. C'est ta goulotte qui t'emmène ça jusqu'aux bêtes, jusqu'à l'étable. Dis-moi, Louis, est-ce que tu as du mal pour les lier, tes bêtes? Eh bien un petit peu quand même. C'est toi qui les apprends à se mettre ensemble? Ah bien ma mère vient m'aider un peu pour les lier, surtout qu'elle ne travaille pas souvent. Les bêtes? Mais maintenant il n'y a plus personne presque. Dans la commune, non, au Lonzac. T'es tout seul? Oh oui, il n'y a que moi je pense. Qui les lie encore? Oui, au Lonzac, qui en est quoi. Ouais. Il y en Mais a c'est- peut-être bien ailleurs, quelques-unes, mais pas beaucoup. Ça se perd. C'était toujours des vaches, c'était pas des bœufs. Ah non, pas ici. Les grosses propriétés avaient des bœufs. C'est plus résistant quand même. Ah oui, c'est plus dur. Les vaches, ça, le lait, les veaux, tout ça, ça les fatigue. Enfin, les petites propriétés avec les vaches, quoi.
Alors rassurez-vous, c'est pas du folklore. Louis a un tracteur, comme tout agriculteur, mais il y a des choses que finalement ces vaches lui font plus facilement parce qu'il ne s'embourbe pas. Et d'autant qu'en terre lourde, les ornières de son tracteur feraient beaucoup plus de mal que de bien à son pré. Pour jouguer les vaches, les lier comme on dit ici, il faut être deux. L'un qui les conduit, l'autre qui mène l'outil. C'est pour ça qu'on a dû demander à Jeannot, le parrain de Grognarde d'abord et puis de Cunoir maintenant, de venir nous aider. Voilà. Et bon avant. File. Allez. Quand l'eau dans un lieu est en excès, il faut l'enchasser. Le mieux, c'est de drainer. Et là, vous n'y voyez pas grand-chose, mais on est en train justement de préparer le terrain pour une rigole à ciel ouvert. L'outil, je vais vous le décrire. En fait, si vous voulez, c'est une lame en U, un étrier, qui passe dans la terre, en dessous l'herbe, et crée un long ruban. Ce ruban, il va être tronçonné en pavé, que la fourche va pouvoir enlever pour dégager la tranchée. Et vous comprenez bien que dans un terrain comme ça, il vaut bien mieux que lui vienne ici avec ses vaches. La dernière fois qu'on a touché à cette prairie, je m'en souviens parfaitement, c'était avec un cheval en 1942. Elle était pleine de mousse, elle était à bout, il fallait la retourner. J'ai profité que l'herbe est déjà poussée, c'est un petit peu plus dur, parce que ça va me faire un petit engrais vert. Mais avec un cheval comme celui-ci, on en ferait des prairies. Mais si vous le voulez, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, en plus du labour. Depuis le temps que je vous promets de planter de la vigne, ça va être le jour. Et puis ensuite, dans la foulée, on ira jusqu'aux pommes de terre, entre les fameux arbustes que je vous ai plantés il y a 15 jours. Et bien là, on va utiliser l'entre-rang, parce que cette année, ils ne vont pas pousser au point d'occuper tout le territoire. Et puis, dans le jardin, près de la maison, tous les semis sont à faire, on n'aura que l'embarras du choix. De même que dans les châssis, tous les repiquages sont à commencer pour les semis qu'on a fait il y a un mois et demi. Si vous le voulez, comme on est en pleine saison, ne perdons pas de temps, allons-y directement. Alors un plant de vigne, c'est comme tous les plants. En bas, il y a le porte-greffe, puis au-dessus,
du point de greffe qui est ici, la greffe, eh ben on les prépare comme tous les autres plants, comme des poireaux. Je vais couper les racines. Couper une bonne partie, ne laisser que quelques yeux, et puis ensuite le planter. Tout ça, c'est du travail de jardinier. À la semaine de l'agriculture, il y a un viticulteur du Midi qui m'a dit « Mais j'ai jamais vu préparer un terrain comme ça ». Mais bien sûr que non, mais ici, on n'est pas dans un terrain viticole. C'est gras, c'est lourd, et il fallait enlever l'eau, c'est pour ça que j'ai été si profond. Et maintenant, évidemment, la terre est encore mouillée, ben ça fera ce que ça fera. Ben, vous allez sûrement vous dire que ma pomme de terre ne sera pas hâtive. Je sais bien qu'on est à la mi-avril, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a plu très tard en saison, et vous avez vu la terre que j'ai, c'est de l'argile à peu près pure. Et puis je vais vous dire, qu'elle soit hâtive ou pas hâtive, vous avez encore le temps d'en planter tout quasiment jusqu'au 15 mai. À vous de jouer. Je me demande pourquoi dans le temps on les enterrait si profond. Maintenant on les met sur terre et ça va tout aussi bien. Puisque de toute façon, dès qu'elles vont lever, on va ramener de la terre au pied pour les buter, pour que la colonie des petites pommes de terre s'installe autour de celles que je mets en ce moment. Même cette partie haute, qui est trop lourde. Ah, l'année est particulière. Les terrains argileux auront bien du mal à ressuyer. Mais vous avez vu, c'est pas tout à fait les pommes de terre du bon jardinier, parce qu'elles sont trop germées. Mais elles vont germer en terre, c'est pas grave, au premier rayon de soleil. Alors je vous confirme, entre les rangs, 2 longueurs de sabots, sur le rang, un sabot. Ça fait du 66-33 à peu près. C'est une bonne dimension quand on a un petit jardin. Et sur le rang, on peut serrer. Alors un semis, ça peut se décomposer en un certain nombre d'opérations. D'abord, on fait les écartements, on met des petits bâtons. Ensuite, on trace les rangs. Eh bien, mi-avril, tout devrait être semé. Aussi, je vais me dépêcher. Puis le long de ce mur, qui va refléter la chaleur,
ben, je vais mettre un maximum de rangées, bien sûr. Ici, le long du mur, au pied, vous verrez bientôt les tomates. Mais pour l'instant, auprès des fraisiers, de façon à ce que ça parte très vite, je vais faire un tout petit peu d'échalote, et puis je vais me faire de la salade, mon plant de poireaux, un peu de navet. Voilà. Alors n'en mettez pas de trop. C'est pas utile. Tout ce que vous aurez en trop, vous serez obligé de l'enlever à la levée. Ici, on ne se plaindra pas, ça sera pour les canards. Et toute la suite est dominée par le fait suivant, c'est que la graine, écoutez-moi bien, doit voir repartir son semeur. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'enterrer beaucoup. Mais par contre, il faut l'imprimer dans le sol, et c'est pourquoi on marche dans le rayon, pied à pied, ou bien on passe une roue de brouette. Puis ensuite, comme on veut que le travail soit propre, ben le dos d'un râteau pour effacer tous les pas. Bah, figurez-vous que le premier jour où j'ai ouvert mon merveilleux petit tunnel, il y avait de la laitue ici partout. Les osieux, ils ont tout bouffé dans la journée. Alors heureusement, il y a du plan. Je vais leur piquer serré, hein, parce que ça, c'est pas de la laitue de printemps, c'est pas de la grosse salade. Alors toujours la même chose, un trou, on descend les racines et on borne. Et puis ensuite, ben, un petit coup d'eau à l'arrosoir, au goulot, de façon, là encore, à bien serrer la terre contre les racines. Et voilà. Notre petit coup d'eau, et c'est fini. Celui-ci, c'est mon maître pigeon, mais ce ne sont pas des pigeons que je vais vous montrer maintenant. Loin d'ici. Ce sont des canards. Nous avons démarré, ma femme et moi, sur une ferme de 11 hectares en Normandie. Petit à petit, on s'est agrandi tout doucement. Au bout de quelques années, un propriétaire a repris ses terres. Alors, nous avons prospecté dans le sud-ouest. Nous avons trouvé auprès d'ici Jacques en Dordogne une exploitation qui nous plaisait très bien. Bien sûr, entre deux, il y a eu quand même des avaries, des difficultés. Ça fait 16 ans que nous sommes ici. 4 enfants, un 5e est né sur place. Et maintenant, eh bien, petit à petit, c'est l'essaimage de la famille.
Tous ces enfants partent, les garçons, disons, ne voient que la campagne, que l'agriculture. Et toi, Christophe? Moi, j'ai été jusqu'en institut. Puis une fois que j'ai eu les examens que je souhaitais avoir, j'ai travaillé avec mon père. Et maintenant? Maintenant, je travaille à l'extérieur. En ferme? Toujours en ferme, oui. Toujours dans l'agriculture. En Normandie. À cette époque-là, nous faisions quand même la vache laitière, les céréales. Dans le sud-ouest, nous avons continué la même orientation. Vous avez combien de vaches? Nous avons maintenant 25 vaches et autant de génisses d'élevage. En stabulation? Les vaches sont en stabulation libre, oui. Et comme céréales? Au sujet céréales, nous faisons du blé, de l'orge. Mais alors, pourquoi des canards? Eh bien voilà, au sujet canard, nous nous sommes lancés il y a 6-7 ans dans l'élevage du gibier en canard colvert pour des raisons familiales, puisque les enfants grandissant et voulant rester bien sûr à l'exploitation, il fallait quand même trouver une occupation pour tout ce jeune monde. C'est vraiment des gens du Nord qui cultivent habituellement ces oiseaux-là, non? Bien sûr, mais nous sommes descendus dans le sud-ouest avec nos idées nordiques, si on peut dire. Mais ceux-là, c'est pas des colverts. Pourquoi avez-vous tous ces oiseaux merveilleux? Ah, il y en a de toutes les parties du monde, oui. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Chine, d'Australie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Ça apporte à l'exploitation? Non, ça ne lui apporte rien. C'est un supplément personnel, quoi, un hobby. Une joie de vivre? Oui. Un plaisir? Oui, tout simplement, oui. Combien vous avez d'espèces ici? Plus de 40 espèces différentes, depuis la petite sarcelle jusqu'au cygne. Mais tout ça pond et se reproduit ici? Oui. Toutes ces espèces reproduisent sur place. Nous séparons quand même quelques espèces, surtout en petites, sinon nous ne retrouverions pas les nids. Selon les espèces et selon comment est fait le nid, nous laissons couver naturellement. Oui. Ou nous prenons les œufs pour les mettre en incubateur. L'incubation, c'est bien le temps pendant lequel on chauffe l'œuf avant qu'arrive le poussin. L'incubation est effectivement le temps entre la mise au chaud, à la température voulue, et le jour où le poussin sort. Oh, je vois bien ce qu'il en est. Vous êtes une femme malheureuse d'être restée à la campagne et d'avoir fait 5 enfants. Comment ça? Si, non? Pas du tout. Ça vous a suffi? Mais je suis très contente, au contraire. Mon mari, mes enfants. Mère poule, quoi. Peut-être.
Eh bien, je vais vous dire, fin avril, le décor du jardin devrait être complètement en place. Je suis en retard. Aussi, je vais aller aux abeilles pour être un petit peu en avance, leur mettre une hausse. Mais ça, on va le faire tout de suite. Mais comme je devrais déjà avoir labouré, fini de hercer, fini de le semer, je vais aller tout de même donner un petit coup au massif pour éviter que l'herbe ne me prenne de vitesse, car après là, ça serait foutu, mais alors complètement foutu pour l'année. Je vais planter les dahlias avec vous, les glaïeuls, préparer les bégonias, et puis peut-être, si le temps le permet, nous irons au château pour passer la fraise derrière le labour pour la prairie. Et puis alors, mais alors ça, je ne vous promets rien, si la chèvre le veut bien, on ira même au bouc. Mais tout de suite, allons aux abeilles. Alors ça, c'est pour les prévenir, hein. Avec ça, si elles ne sont pas prévenues, d'ailleurs, avouez que c'est parce qu'elles y mettront de la mauvaise volonté. Alors ça, c'est leur couverture d'hiver, qu'il est grand temps de leur enlever, hein. Voilà, tout ça est à peu près en ordre. Eh bien, on va pouvoir y aller. Eh bien, je vous assure qu'il y a du monde là-dedans. Et voilà, le tour est joué. Eh bien, je suis bien content, parce que je vais vous montrer mes glaïeuls de récolte de l'an dernier, puis je vais vous montrer ceux que j'ai achetés hier. Et c'est comme ça que vous les achèterez. Voilà. Et en ce moment, il y a des tas de promotions, vous en trouverez 50, 100 par 50 ou 100. Moi, j'en ai pris 100, parce que les glaïeuls, c'est une fleur qui vient tout en même temps, si on les plante tous en même temps. Alors, il faut les replanter constamment, hein. Alors, les glaïeuls, voilà les bulbes de l'année, enfin, ceux de 80, bien entendu. Et celui de 79, il est en dessous. Il est là. Tenez, il est mort, bien évidemment, comme on dit dans les milieux bien informés. Voilà, alors ça, c'est bon à acheter. Et puis voilà mes 2 bulbes de l'année. Alors, inutile de vous dire que si j'enlève les toiles, les toilettes, là, le vêtement, eh bien, je trouve mes tout petits bourgeons. Comme qui dirait, ils sont prêts à partir. Mais je vais démarrer l'année avec ceux que j'ai achetés hier, les mêmes que ceux que vous allez aller acheter sûrement. Alors je ne voudrais pas que vous croyiez que je veux vous en apprendre, parce que je sais bien que vous savez planter les glaïeuls. C'est tellement simple. Le principal, évidemment, c'est de mettre en l'air ce qui doit y être et en terre ce qui doit y être, hein. Alors attention, voilà, quand on ne voit pas bien le plateau, le voilà, ne pas le renverser. Oh, je sais bien, la nature fait bien les choses. Alors dans un glaïeul, il y a évidemment le plateau, comme disent les jardiniers, c'est-à-dire la partie plate, celle-ci qui va aller en terre. Et puis, il y a l'endroit où sont les bourgeons, la partie haute, qu'on va mettre en l'air, bien entendu. Alors vous les mettrez rapprochés sur la ligne, et puis c'est pas la peine de les enfoncer trop. C'est parce que, quand ils vont avoir poussé, je vais les buter un peu. Parce que le glaïeul a tendance à monter, à grimper. Ça devient facilement haut comme ça. Et alors ça chahute. Et s'il y a un petit coup de vent, il est même bien précieux de mettre un fil d'un bout à l'autre des rangs pour éviter qu'il se couche. Mais de toute façon, il faudra buter. Alors c'est tout juste pour effacer mes pas, hein, tout juste.
Voilà, bah maintenant, si vous m'en croyez, on va pas quitter les bulbes. Ce sont des tubercules qu'on va aller voir. C'est à peu près pareil. On va aller se faire les dahlias. Alors cette année, je les ai mis au centre du terrain, alors qu'ils étaient l'année dernière, si vous vous en souvenez, de chaque côté, de façon à ne pas les remettre dahlia sur dahlia. C'est jamais bon. Et puis alors, ils sont à 75 cm entre les rangs et à 75 cm sur le rang. Et pour m'éviter de jouer au sémaphore comme l'an dernier, eh bien, j'ai tracé mes rangs et puis je pose mes piquets avant le dahlia pour ne pas risquer de le planter dans le dahlia, hein. Alors on va mettre le dahlia au pied. C'est pas la peine de vous en faire beaucoup plus, l'explication est suffisante. On va s'arrêter vers la pivoine, qui est au centre du terrain. Je crois vous avoir déjà dit que le dahlia, c'était pour moi l'une des plus belles fleurs de l'été. Et de plus, je le réussis vraiment très bien. Il y a des plantes comme ça, qui vous collent à la peau. Et alors, quand ils reviennent de la cave, ben, ils sont dans cet état-là, hormis si on les a déjà fait bourgeonner, mais c'était pas nécessaire. 25 avril, on aurait pu commencer un peu plus tôt, mais c'est le bon moment, puisque jusqu'au 15 mai, ils risquent de geler à cause des fameux seins de glace, seins mammaires, seins pancras, etc. Bien, alors, ou bien la touffe n'est pas trop grosse et vous pouvez le faire au couteau, et même des fois, on peut le faire comme ça, à la main, en voilà 2, et puis je crois bien qu'en voilà 3, hein. Vous savez que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une patate, un tubercule, et puis une portion de tige, parce que c'est sur la portion de tige, sur le collet, que vont naître les nouveaux bourgeons, qui vont faire la touffe. Dès qu'ils monteront, on les coupera, je fais ça au greffoir, mais le plus simple, c'est encore de le faire à l'ongle, de façon à ce que la touffe s'étoffe par le bas. Voilà. Alors, bien entendu, j'ai mis les dahlias devant le piquet. Quand on attachera au premier fil, le dahlia cachera le piquet. Celui-ci disparaîtra. C'est pas la peine de le voir, lui. Il est là simplement pour éviter que le dahlia choie un jour de grand vent. Voilà. C'est simple comme bonjour, hein. Les bégonias, c'est un peu le contraire des glaïeuls. C'est pour ça que j'ai pris soin de vous en montrer. On ne sait jamais très bien par où les prendre. Mais là, une chance. Vous voyez, la partie ronde, ça va aller en terre. Et la partie creuse, mais là, ça va tout seul, il y a déjà les bourgeons, va aller dessus. Mais quand on les a sans bourgeons, on ne sait jamais. Alors souvenez-vous bien, la partie ronde en terre, la partie creuse dessus. Et on va les mettre germer. Ils vont commencer, dans cette caissette, à faire leurs premières racines. Le creux au-dessus, le rond en dessous, c'est simple. Et maintenant, je vais vous emmener près d'une jolie rivière, voir une merveilleuse, très belle, grande machine qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir fonctionner.
Eh bien, monsieur Pouget, dites-moi donc. Alors, à quelle époque les premiers d'entre vous, de votre famille, sont arrivés ici? Vers 66 ou 7. 1866 ou 7. 1866 ou 7. Mais c'était déjà le Mouli? Ah, il y avait le moulin. Et il y avait les meules même, mais ne tournaient plus. Elle tournait déjà plus? Elles ne tournaient déjà plus. Alors, mes deux grands-pères, c'est celui qui est venu habiter ici, et un autre de plus loin qu'ici, du côté de mon père, du côté de bas de Chambouly, à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est lui qui est venu installer, parce que c'était son métier. Les meules? Oui, de les installer. Parce qu'il fallait remettre le bois, la monture des meules, tout à neuf. Et celles qu'on va aller voir maintenant, c'est les mêmes? Oh non. Non? Oh non. Elles s'usaient vite, les meules quand même. Et les meules d'à ce moment-là, c'était des meules de la Ferté-Sous-Jouarre, là-haut de Paris. Oui. Eh bien, il y en avait pour combien? Un moulin qui tournait comme ici, il y en avait pour 25 ans? 25-30 ans, par là. Après ça devenait trop mince et il risquait de s'écraser. Alors il fallait les changer. Et il coûtait 3000 francs en or, une paire de meules. Régulièrement? Pour quelques voisins seulement. Oui, bien sûr. Comme chez nous. Et la meule tournait la nuit, le jour? Comment était-ce? Quand il n'y avait pas assez d'eau, il fallait que j'attende que les temps soient pleins. Et alors, à ce moment-là, je savais l'heure à peu près qu'il était plein. Je me levais, j'ouvrais l'eau, c'était prêt pour faire tourner là. Je n'avais qu'à ouvrir l'eau et je me recouchais. Et le moulin tournait tout seul? Tournait tout seul. Et moi, j'étais pas couché de nouveau, que j'étais endormi. Jusqu'à que le moulin s'arrête. Ah, quand il s'arrêtait, ça me réveillait. Est-ce que le métier de meunier a été pour vous, monsieur Pouget, le plus beau des métiers? Il était bon, je m'y intéressais beaucoup, j'aimais beaucoup mes clients, et quand il était content, moi encore mieux, mais il y avait mieux que ça pour moi. Mais enfin, c'était un bon métier quand même. Mais il y avait bien de la terre autour. Ah oui, il y avait du terrain, il y avait une petite propriété. Et on m'avait demandé lequel métier que j'abandonnerais le premier. Oui, ça aurait été plutôt le moulin. C'est vrai? Ah oui. C'était trop dur? Non, parce que le moulin ne fournissait que pour tenir des cochons, tandis qu'ailleurs je pouvais avoir des cochons quand même, et des vaches et du grain. Et au point de vue de la santé, vous préfériez être dehors ou dedans? Oh, dehors. Dehors. Oui. Et les poumons, est-ce qu'il Il y y a... en a qui craignaient la poussière de la farine. Ah oui. Comme la poussière de charbon ou... Oh, moins. De charbon, je ne sais pas. Mais moins que la poussière de pierre. Ah oui, c'est très mauvais, là. Oui. Les silicones. Mauvais de tout. Mais il y a eu des meuniers qui sont morts de la poussière. Dans les minoteries surtout. Et vous pensez que le progrès arrêtera le moulin? Ah oui, il a déjà arrêté. Il y en avait beaucoup de moulins.
tout le long du ruisseau, tous les kilomètres, il y avait un moulin. Après, qu'il y aura? Non, faute de réparation, finalement, ils s'arrêteront. On peut le garder, l'écrire comme il faut le faire. On le fera du mieux que l'on pourra. On garder quelques-uns pour souvenir. Et c'est tout ce que je vois. Il n'y a pas qui puisse rester pour travailler.